Alors, je vais commencer. Donc, comme je l'ai dit, pour les gens qui nous ont rejoints en cours de route, si vous pouvez vous muter, vous désactiver votre microphone pendant que vous ne parlez pas, ce serait super. Comme ça, on n'a pas de bruit dans le fond. Mais si vous avez une question, vous pouvez vous unmute et directement activer votre microphone et directement poser votre question. Alors, pour répondre à certaines de vos questions avant tout, euh, alors déjà, il y a des choses par rapport à ce qu'on appelle l'infrastructure. Donc, l'infrastructure, c'est l'électricité, Internet, mon matériel informatique, etc. Euh, pour ça, alors l'électricité, il n'y a pas grand-chose à faire du côté de la technique. Si ça marche pas, ça marche pas. Par contre, l'un d'entre vous, par exemple, nous dit, bon ben moi, je me suis connecté au téléphone parce que effectivement l'électricité a coupé. Ça, c'est un conseil de base. Quand vous gérez une séance de facilitation en ligne, il faut avoir à votre disposition un téléphone chargé et les numéros de téléphone, par exemple de Zoom, pour vous connecter au téléphone si jamais Internet ne marche pas ou l'électricité ne marche pas, etc. Vous allez voir, je vais vous montrer. Qu'est-ce qui est important dans la facilitation? Ce qui est important, ce n'est pas la vidéo. La vidéo, c'est sympa de la voir, c'est une option, mais vous voyez très bien que notre séance continue de marcher, même si je viens de couper ma vidéo. Mais ça ne vous dérange pas. Vous voyez? Alors que, voilà, ce que je viens de dire, c'est que vous voyez, si je coupe mon son, ça ne marche plus. La séance s'arrête. Donc l'essentiel, c'est pas la vidéo, c'est le son. Et donc pour le son, vous pouvez avoir une option de secours, c'est le téléphone. Et il faut avoir les numéros de téléphone de dial-in prêts si vous le pouvez. Les autres questions, un bug d'outil. Materne, tu nous disais, perdre la main sur un outil qui se plante, par exemple, on perd la main dans Zoom en tant que hôte. C'est vrai, ça m'est jamais arrivé de perdre la main comme hôte, mais de temps en temps, par exemple, il y a un outil qui peut bugger, ou alors moi je vais mettre beaucoup de temps, il va mettre du temps à se charger, la page ne se charge pas, ou voilà. Bon, alors dans ces cas-là, il faut être prêt ou prête à réagir sur le coup et à adapter. Donc, par exemple, moi, j'ai prévu de vous faire faire un exercice sur Google Slides dans une présentation. On va mettre des post-it, d'accord, un peu plus tard. Si ça ne marche pas, eh bien, il faut que je me demande, OK, c'est quoi l'objectif? C'est que les gens listent leurs idées. Donc, comment est-ce que je peux faire comme alternative pour lister les idées sans Google Slide? Quelqu'un a une idée? Kofi? Kofi, vas-y. Oui, je peux leur demander d'écrire dans le chat. Eh oui, parfait. Tu peux leur demander d'écrire dans le chat. Absolument. Tu peux aussi leur demander de donner leurs idées en live oralement. Là, moi, si on était dans cette situation, on est 18, j'ai 18 participants en face de moi. Je ne vais pas leur demander, je ne vais pas vous demander de parler en live parce que 18 personnes, c'est trop pour parler en live. Parce qu'il n'y a qu'une personne qui peut parler à la fois. Au-delà de, au-delà de 10, d'une dizaine de personnes, c'est très probable que les gens vont se parler les uns sur les autres. Donc, au-delà de 10 personnes, préférez le chat. Mais voilà, l'essentiel de ce conseil, c'est il faut réfléchir à, OK, c'est quoi mon résultat? Quel résultat est-ce que je vais avoir? Collecter des idées. Bon, collecter des idées, je peux le faire dans le chat. OK. Quelques autres éléments. Capter l'attention, rendre les choses interactives, s'assurer que les gens participent. Ça, c'est vrai dans dans la facilitation en ligne, c'est aussi vrai dans la facilitation en personne. Dans les 5 premières minutes, il faut que vous ayez fait participer vos participants. Parce que sinon, dans les 5 premières minutes, si dans les 5 premières minutes, ils ont juste à s'asseoir et à se croiser les bras, bon ben, le message pour eux, c'est que toute la séance sera comme ça. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je vous ai invité à faire deux choses. Une part, mettre votre caméra en marche. Pour ceux qui n'étaient pas là dans les premières minutes, j'ai fait ça. Donc, c'est une action que je vous demande de faire. Et en plus, j'ai fait un tour avec le check-in et je me suis assuré que chaque personne parle une fois. J'ai peut-être manqué une ou deux personnes parce qu'il y a des gens qui sont venus un petit peu en retard.
Mais donc, ça a fait que vous avez chacun participé une fois déjà, dans les 5 premières minutes. Et donc, le message, c'est il faut être actif, on attend mon engagement, etc. Et donc, j'ai votre attention beaucoup plus facilement après, pendant le reste de la séance. Après, des questions, il y avait une personne qui a dit j'ai peur qu'on ne me donne pas de réponse ou alors voilà, que les participants ne suivent pas ou qu'ils reviennent aux questions auxquelles on a déjà répondu. Si ça se fait une fois avec une personne, maximum 2 fois avec 2 personnes, on peut le faire. Par exemple, je peux dire Kofi, je vois que tu viens de te reconnecter. Là, on est en train de faire ça ou alors on vient de dire ça. Ça, c'est possible. Si c'est constant, alors il faut dire, bon écoutez, j'aimerais bien aider les gens qui se déconnectent et qui se reconnectent, mais dans l'intérêt du groupe, on doit avancer, donc je ne pourrai pas vous donner de résumé. Mais si vous vous déconnectez et que vous reconnectez, posez la question dans le chat, demandez où est-ce qu'on en est, et je demande à d'autres participants de vous répondre si vous voulez bien. Vous pouvez aussi, alors si vous avez un producteur ou une productrice, un assistant ou une assistante, vous pouvez aussi donner à cette personne le rôle d'écrire dans le chat dès qu'elle voit quelqu'un qui se reconnecte de nouveau ou de répondre aux questions standards que les participants posent. Une autre personne avait une question sur moi, en tant que facilitatrice, si je n'ai pas de réponse. J'ai peur de ne pas avoir de réponse. Ça, c'est vrai dans la facilitation en ligne comme en personne. Si on n'a pas de réponse, eh bien, on peut dire qu'on n'a pas de réponse. Et le monde ne s'écroule pas. Les participants vont accepter et apprécier votre honnêteté. Et en plus de dire qu'on n'a pas de réponse, on peut aussi retourner vers les participants. On peut dire, et vous, qu'est-ce que vous en pensez? On peut demander à la question, on peut poser la question à la personne qui l'a posée. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Ou on peut aussi dire, si on n'a pas de réponse ferme mais qu'on a une petite idée, on peut aussi dire, eh bien, il y a certaines personnes qui pensent A, d'autres personnes qui pensent B, d'autres personnes qui pensent C. Et vous, qu'est-ce que vous pensez? Ou alors, vous pouvez aussi invoquer la neutralité de la facilitatrice. La facilitatrice est supposée être neutre. Évidemment, j'utilise facilitatrice comme de manière interchangeable avec facilitateur. La facilitatrice est censée être neutre. On n'est pas censé donner notre avis dans un processus pour influencer le contenu. Donc, vous pouvez très bien dire, j'apprécie votre question, mais c'est au groupe de poser, il faut que vous posiez la question au groupe. Moi, je suis là pour le processus. C'est à vous de décider. Voilà, ça c'est quelques petites techniques rapides pour se sortir d'une situation où on n'a pas de réponse. Notre job en tant que facilitateur, ce n'est pas d'avoir toutes les réponses. Notre job en tant que facilitateur, c'est de concevoir un processus qui amène le groupe à ses propres réponses et de l'y amener. Notre job, c'est aussi de modifier le processus au fil du temps si on voit qu'il y a un besoin pour arriver aux objectifs. Mais notre job, c'est pas d'avoir toutes les réponses. Quelques autres choses. Je n'ai pas de contact non verbal. Et oui, ça c'est effectivement un problème avec la facilitation en ligne. Il y a beaucoup moins de contact non verbal. Là, par exemple, en face de moi, j'ai 17 participants qui n'ont pas de vidéo, mais j'ai quand même la chance de voir Kofi et Elise. C'est très bien pour moi parce que ça me donne un contact visuel avec une partie de mon audience. Et donc, ça me permet de rester connecté et de voir, voilà, est-ce que ce que je dis, ça crée des réactions? Est-ce qu'ils sont engagés? Est-ce qu'ils font attention? Du coup, si je vois que ce n'est pas le cas, est-ce que je dois modifier quelque chose? Est-ce que je dois aller plus vite? Est-ce que je dois aller plus lentement? Est-ce que je dois changer de sujet? Etc. Merci beaucoup, Magali et Ada. Mais des fois, on n'a même pas la vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on fait si on a la vidéo déjà? Si on a la vidéo, on peut proposer aux gens, dès le début, d'utiliser des signes de la main. Par exemple, si vous me dites ça, c'est OK ou c'est oui. Si vous me dites ça, c'est non. Si vous me dites ça, vous voulez faire une brève interruption. Là, je fais un T avec ma main. Oui, pardon, je vais le dire pour les gens qui ne voient pas ma vidéo. Si vous faites pouce vers le haut, c'est oui. Pouce vers le bas, c'est non. Signe T avec les deux mains, c'est interruption. Mais évidemment, tout le monde n'a pas forcément la vidéo. Qu'est-ce que vous pouvez faire si vous n'avez pas la vidéo? Vous pouvez demander de manière active aux gens s'ils sont toujours OK. Alors, s'ils sont OK, vous ne demandez pas ça oralement parce que sinon, c'est le carambolage. Vous le demandez dans le chat.
Alors, par exemple, là, je vois aussi dans la liste des participants, Élise a cliqué sur un petit bouton plus vite ou plus lentement. Si vous ouvrez je vais vous montrer ce que ça fait dans Zoom. Si vous êtes sur Zoom sur l'ordinateur, vous pouvez ouvrir la liste des participants. En dessous de la vidéo, là, vous cliquez sur participants. Ça ouvre la liste. Et en bas de la liste, vous pouvez voir des boutons qui disent oui, non, plus lentement, plus rapidement. Et vous avez aussi pouce vers le haut, pouce vers le bas, applaudir, pause café, etc. Allez-y, faites un essai et appuyez sur n'importe lequel de ces boutons. Tout le monde. Voilà. Et maintenant, vous voyez dans la liste des participants, moi je le vois aussi, je vois 3 pouces vers le haut, Élise qui dit plus lentement. Voilà, moi je dis non. Voilà, Élise maintenant elle dit oui, etc. Donc ça, c'est une manière de recevoir du feedback de votre auditoire. Qu'aussi à lever la main. Alors, lever la main, vous pouvez aussi cliquer sur lever la main et à ce moment-là, ça se voit sur la vidéo. Donc là, je vois Kossi avec sa main levée dans un coin en haut à gauche. Kossi, je peux te demander, tu l'as fait pour l'exemple ou tu veux vraiment contribuer quelque chose? Non, je l'ai fait pour l'exemple. Super, ben, merci beaucoup, c'est parfait. La main levée, c'est pratique parce que ça vous permet de voir qui n'a pas encore parlé. Et si Kossi lève la main, moi, après, je peux la faire baisser pour me dire que OK, j'ai tout vu. Et maintenant, en tant que facilitateur, je vais cliquer effacer tout dans la liste des participants et vous allez voir, toutes les réactions ont disparu. Donc ça, c'est une manière d'interagir. Une autre manière, c'est par le chat. Et d'une manière générale, vous pouvez demander à vos participants au début de vous dire, voilà, si vous avez des questions, vous manifestez tout seul. Si vous voulez que j'aille plus vite, vous pouvez me le dire, etc. C'est à peu près tous les conseils de base pour essayer d'interagir plus avec les participants. Mais c'est vrai qu'il faut faire plus d'efforts pour lire son audience quand on est en ligne qu'en personne. Magali, tu veux contribuer? Oui, je voulais juste simplement t'indiquer que Ida a utilisé, elle, l'autre bouton, parce qu'il y a le bouton réaction. Donc, c'est une autre forme, et là, ça s'affiche directement sur notre écran, notre vidéo. Donc, il y a deux façons de réagir. Celle qui est avec la liste des participants et celle qui est réaction, qui est applaudissement et thumbs up, pouce vers le haut, Pouce pardon. vers le haut, ouais, tout à fait, Je voulais absolument. juste Et ça, indiquer cette différence. ouais, tu as tout à fait raison, merci. C'est d'ailleurs un peu la confusion dans Zoom, il pourrait changer ça un peu. Ida, Okay. dis-moi. Oui, je voudrais savoir, vous pouvez répéter comment on fait pour avoir la réaction avec la liste des participants parce que moi, je n'ai pas Oui, trouvé, c'est pour ça que j'ai fait. Oui, oui, il n'y a merci. pas de problème. Alors, Ida, tu regardes juste en dessous de la vidéo. Il y a un Oui, bouton, tu vois le bouton participant? oui, oui, j'ai vu, oui. Alors, tu cliques dessus, ça devrait Oui, j'ai t'afficher la cliqué. liste des participants. OK, Et dans la liste des participants, tout en oui, bas, tu vois, oui. tu as un bouton vert, un bouton rouge, un bouton vers l'arrière, vers l'avant. C'est ça, Voilà. c'est ça. Vas-y, clique un d'entre eux. Oui, j'ai cliqué sur lever la Voilà, main, et c'est ben là, ça? je vois. Super, je vois ta main levée. D'accord, OK. Alors, et Oui, là, c'est ça. voilà, ça c'est ta D'accord, main OK. levée. Et au-dessus de la main D'accord, levée, tu en as d'autres. Si tu ne vois pas les d'accord. boutons oui, non, etc., c'est simplement que tu n'as pas la dernière version de Zoom. Donc, Ah, il faut juste la j'ai mettre à non. jour. J'ai non aussi. Ah, Tu as non, d'accord, oui, OK. voilà, je vois. Bah, tu as trouvé, c'est ça. D'accord, OK. Merci. Ouais, de rien. Mhm. Prudence, tu levais la main. Alors, Prudence, je sais pas, tu n'as pas de micro. Donc, Prudence, je demande à Magali de garder un œil sur le chat si jamais tu as une question, d'accord? Barthélémy, tu lèves la main. Oui, merci. C'est pour dire bonjour aux amis et vous féliciter pour le travail qui est en cours. Super, merci Barthélémy. Bonjour et bienvenue. Oui. Parfait. OK. Ah, c'est pour l'exemple. Super, merci Prudence. Alors, je baisse ta main. Voilà, et on est tous de retour là où on doit être. Une ou deux choses encore à vous dire avant d'aller dans les sujets que j'ai prévu d'aborder. Ne pas savoir à quoi s'attendre. Alors, la facilitation, que ce soit en personne ou en ligne, ça inclut de faire un plan. D'accord? Au début, on fait toujours un plan. On commence par les objectifs et après, on fait un plan pour amener le groupe à ses objectifs. Ça, il faut toujours le faire, que ce soit en ligne ou en personne. Après,
En ligne comme en personne, le job du facilitateur, c'est aussi de savoir suivre le plan ou de savoir dévier du plan. Si le groupe va dans une autre direction, si on voit qu'on n'aura pas assez de temps ou qu'il faut prendre plus de temps pour développer un point ou que les gens ne comprennent pas et que du coup, il faut trouver une autre manière. Donc, moi, mon conseil, c'est toujours de très bien préparer, de préparer avec vraiment beaucoup de détails. Mais bon, ça, c'est mon style aussi. Moi, je suis quelqu'un qui est très organisé et quand je fais mes plans, je dis 2 minutes d'introduction, 3 minutes, le sponsor parle, 4 minutes de check-in, etc. Après, parce que j'ai parfaitement préparé, je suis aussi plus à l'aise pour partir du plan, pour abandonner le plan. Parce que voilà, j'ai vraiment travaillé la chose en avance et je sais que voilà, l'essentiel, c'est pas le check-in. Donc je sais que si par exemple il y a un truc qui nous aurait pris 5 minutes mais que le temps est compté, bon bah je vais sauter cette chose. Mais on connaît bien son plan parce que on l'a bien travaillé avant. Les recherches en neurosciences nous montrent que on s'approprie un savoir parce qu'on le manipule. Parce que, par exemple, prendre des notes, on manipule un savoir, on l'absorbe auditivement et on le retranscrit avec sa main, kinesthésiquement. C'est quand on fait passer les choses dans les circuits de notre cerveau qu'on se les approprie. Donc, c'est la même chose quand on est facilitateur ou facilitatrice et qu'on veut s'approprier un plan. Plus on le travaille en amont, plus on le connaît naturellement et plus on est à l'aise pour s'en séparer quand on a besoin. Qu'est-ce que je peux encore vous dire? Capter l'attention et l'interactivité, j'en ai déjà parlé, mais là, il faut aussi compter sur ce que vous utilisez en personne. Il faut compter sur votre charisme. Et vous en avez tous et toutes, puisque vous êtes facilitateur et facilitatrice. Vous avez vous savez comment être face à un groupe. Qu'est-ce que je fais, moi? Déjà, je parle clairement. Je mets des pauses quand c'est nécessaire. Ça garde votre attention. Je vous regarde directement. Je regarde la caméra. Et comme ça, vous voyez que je vous vois. Mais en faisant ça, je ne vois pas votre réaction directement, mais c'est plus intéressant pour vous. J'ai plus de chances de garder votre attention comme ça. J'ai un micro de qualité et une connexion Internet qui est claire. Comme ça garde aussi votre attention, ça y contribue aussi. On n'est pas physiquement présent, mais j'utilise mon langage corporel quand même. J'utilise mes mains, je me tiens droit, j'ai un arrière-plan qui n'est pas distrayant, etc. Certains facilitateurs, certaines facilitatrices facilitent aussi debout. Alors, c'est plus ou moins facile selon votre setup, mais si vous êtes plus à l'aise comme ça peut être très bien. Et ça peut aussi être plus engageant pour votre audience. Et vous, si vous avez plus l'habitude d'être debout face à un groupe, eh bien, vous pouvez être debout face à votre ordinateur. Et c'est très bien, c'est très engageant. Vous avez plus d'énergie, vous avez plus de langage corporel, d'options de langage corporel à utiliser. Donc, quand les gens vous regardent, c'est plus engageant aussi. De toutes les manières, il faut que vous soyez à l'aise. Ça, c'est vraiment très important. Si vous n'êtes pas à l'aise, ça va se sentir et vous allez avoir moins de chances de capter l'attention de votre audience. Ok. Je crois que j'ai couvert à peu près tout. Donc, je vous propose de passer aux 3 parties que j'avais prévues. Vous pouvez me poser des questions et m'interrompre si vous voulez. Les 3 parties, ce sont celles-là. D'abord, on va regarder la relation client. Comment est-ce qu'on amène les clients vers la facilitation en ligne? Parce que des fois, il faut dépasser certaines peurs, certaines oppositions. Ou, voilà. Donc, c'est important. Avant de travailler en ligne, il faut avoir convaincu un client de le faire. Donc, on va passer un petit peu de temps là-dessus. Ensuite, on va parler de quelque chose qui s'appelle synchrone et asynchrone. C'est une différenciation très importante dans les outils qui sont à votre disposition pour faciliter. Et enfin, on va brièvement parler de la technologie. On va regarder quelques options dans Zoom. Et puis, je vais aussi vous montrer comment on utilise Google Slides dans les présentations. Voilà. Et puis, de toutes les manières, je vais vraiment répondre au maximum de questions possibles. Alors, pour me poser vos questions, je vais faire la chose suivante. Si vous avez une question de clarification,
vous réactivez votre micro et vous me la posez. Si vous avez une question plus en profondeur, disons, je vais faire une pause à la fin de chaque section pour ces questions, d'accord? Donc, on essaie de les garder ensemble. Ça marche? Si ça marche pour vous, si vous êtes OK pour continuer, si vous êtes en vidéo, faites-moi un signe avec le pouce vers le haut. Si vous n'êtes pas en vidéo, faites-moi un signe avec le pouce vers le haut ou alors un petit oui dans la liste des participants. OK, super. Toutes les réactions que je vois, c'est que les gens sont OK. Donc, j'ai pas besoin, en faisant ça, d'avoir tout le monde qui fait ça. OK, je ne dois pas attendre que 100% des gens l'aient fait. Sinon, je ne progresse pas. OK, c'est trop lent. Mais je vois que la plupart des réactions, enfin, toutes les réactions que je vois sont positives. Donc, je sais que je peux avancer. Alors, la relation client. Tout projet de facilitation commence par un processus de définition du projet. Ça, c'est vraiment très important. Le processus de définition du projet, ça fait partie des compétences clés de l'Association internationale des facilitateurs. Le groupe de compétences A, c'est établir une relation avec le client. Alors, la plupart des choses, en fait, ne changent pas. C'est-à-dire que vous devez faire les mêmes choses avec vos clients quand vous allez faciliter en ligne que quand vous allez faciliter en ligne. Je vais lister ces choses et après, je vais lister la différence. Qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez toujours commencer par, moi, ce que j'appelle en anglais PODO, Purpose, Objectives and Desired Outcomes. En français, ça donnerait alors, comment est-ce qu'on traduirait purpose? C'est pas vraiment l'objectif. La raison d'être. La raison d'être, ouais. Kofi, tu proposais quoi? Je proposais le but. Le but, oui, voilà. But ou raison d'être. Ouais, très bien. Donc, purpose, but ou raison d'être, c'est vraiment le parapluie sous lequel vous faites tout ce que vous allez faire. C'est important d'en avoir une claire parce que si vous n'en avez pas, eh bien, ce n'est pas assez défini. Donc, par exemple, si un client vous demande, moi, je veux, grosso modo, je veux travailler avec une équipe, je veux travailler avec mon équipe, voilà, pour les réunir pendant 2 jours. Bon, ok, mais si vous n'avez pas de but clair, eh ben, on peut parler des conflits, on peut parler des objectifs, on peut parler de ce qu'on mange à la cantine, etc. Non, il faut un objectif, il faut un but ou une raison d'être claire. Par exemple, on se réunit pour un bon but commence toujours par on se réunit pour, par exemple, régler une tension ou régler un conflit dans l'équipe. En plus du but ou de cette raison d'être, vous voulez les objectifs. Les objectifs, c'est pendant cette réunion, nous allons, par exemple, lister des idées, prioriser des idées, expliquer différents points de vue, choisir un candidat, etc. Ça, c'est les objectifs. Et enfin, il y a les outcomes. Comment est-ce qu'on traduirait en outcomes? La production, C'est pas résultat. Les résultats. Résultat, allez, très bien, résultat. Ouais, super, merci pour vos suggestions. Merci Élise aussi. Les résultats, c'est important d'avoir des résultats définis à l'avance. Parce qu'on veut savoir, OK, si j'ai ces résultats, ça veut dire que cette séance a été un succès. Si je n'ai pas ces résultats, elle ne l'a pas été. Donc, toujours, commencer par la raison d'être, les objectifs et les résultats. Sans ça, on n'avance pas. On refuse d'aller plus loin avec le client. Il faut que vous ayez des choses très claires dans chacune de ces 3 catégories. C'est une exigence qui vous permettra d'avoir une feuille de route claire après. Pour vous donner un exemple et avant de passer au prochain point, j'ai moi-même préparé ça pour cette séance. La raison d'être de cette séance, c'est d'aider mes collègues d'Afrique francophone à s'approprier des outils de facilitation en ligne. Mes objectifs, c'est que pendant cette séance, nous allons, alors moi je vais vous donner des conseils, première chose. Deuxième chose, je vais vous faire essayer des techniques. Et troisième chose, je vais répondre à vos questions. Et mes résultats, les résultats désirés, c'est je veux que d'ici la fin de cette séance, vous vous sentiez mieux équipé
pour la facilitation en ligne. Je vous ai dit ça au début. Voilà, et ça, c'est ma grande ours. C'est vraiment ce qui me guide dans tout ce que je fais. Une fois que ça, c'est défini, il faut demander au client, il faut établir le contexte. Il faut parler du contexte. Dans quel contexte cette intervention vient-elle s'inscrire? Il faut comprendre le groupe, qui vont être les participants, combien, qu'attendent-ils, etc. Et il faut comprendre le commanditaire ou le sponsor. C'est la personne qui vous paye et qui vous fait venir. Il faut comprendre ces trois choses. Contexte, groupe et commanditaire. La prochaine étape, une fois que vous avez les trois premières choses, donc raison d'être, objectif et résultat, une fois que vous avez compris le contexte, le groupe et le commanditaire, il faut comprendre le processus. Qu'est-ce que vous allez définir? À quoi s'attend le client? Est-ce que c'est plusieurs événements? Est-ce que c'est un? Est-ce que c'est plus un processus qu'une séance, etc. Et quel format? À quel format est-ce qu'il s'attend? C'est là que vous allez définir votre intervention. Et enfin, il faut parler du processus projet. Le processus projet, c'est OK, quelles sont nos prochaines étapes? Est-ce que vous voulez une proposition par écrit? Quand est-ce qu'on va pouvoir se revoir? Quand est-ce que vous allez prendre votre décision? Quand est-ce que vous vous attendez à avoir un plan? Quelles sont nos deadlines? Quand est-ce qu'on va faire les séances? Est-ce que vous vous attendez à une évaluation? Etc. Et définir ce qu'on appelle les livrables. Les livrables, c'est les choses que vous livrez au client. Donc, par exemple, une séance, c'est un livrable. Un document, c'est un livrable. Voilà, tout ça, c'est des livrables. Donc, tout ça, c'est exactement la même chose que vous le fassiez en facilitation en personne ou que vous le fassiez en ligne. Je le répète une dernière fois. Premièrement, raison d'être, objectif, résultat. Deuxièmement, contexte, groupe et commanditaire. Troisièmement, processus, événement, format. Et quatrièmement, le processus projet lui-même. Et alors cinquièmement, et c'est là que ça diffère, si on veut faire de la facilitation en ligne, comment veut-on organiser ça en ligne? Dans ce cinquième point, je vous propose un principe général et 4 choses auxquelles réfléchir. Je finirai par le principe. Les 4 choses. Tout d'abord, est-ce que c'est cohérent avec la raison d'être, les objectifs et les résultats? Parce que tout n'est pas faisable en ligne. Si les objectifs, si par exemple la raison d'être, c'est d'embaucher une nouvelle personne, oui, a priori, c'est faisable en ligne parce que on peut lister des CV, on peut les commenter, on peut faire une réunion en ligne pour décider, etc. Si on veut faire une formation, c'est faisable en ligne. Si on veut communiquer des informations, oui, c'est faisable en ligne. Mais il y a des choses qui sont moins faisables en ligne. Ça ne veut pas dire que c'est impossible forcément, mais c'est moins souhaitable. Par exemple, résoudre un conflit. Résoudre un conflit, c'est mieux d'être en personne. Il y a moins de possibilités de malentendus. Commencer un projet dès le début, en partant de rien. Bon, ça, en général, c'est assez complexe quand même. Donc ça, en ligne, c'est moins idéal. Voilà, il y a des choses comme ça. Donc il faut vous demander, est-ce que cet ADN de mon événement ou de mon projet, il est compatible avec le en ligne? Première question à se poser. Deuxième question. On a parlé du contexte, du groupe et du commanditaire. Quand on travaille en ligne, il faut demander, est-ce que c'est cohérent et écologique pour le groupe de le faire en ligne? Est-ce que le groupe a les compétences pour le faire? Est-ce qu'il a envie de le faire? Je ne sais pas comment c'est dans vos communautés, vos pays respectifs, mais ici, pour ma part, en Belgique et avec les clients avec lesquels je travaille, juin, juillet, les gens, ils en ont marre des réunions en ligne, ils veulent partir en vacances. Parce que c'est depuis mars, c'est stressant pour tout le monde et je vois il y a une claire différence d'énergie dans comment les gens viennent dans les réunions en ligne.
Donc moi, je dis à mes clients, écoutez, là, il faut se calmer un peu, il faut essayer de faire les choses après l'été, quand les gens seront reposés, etc. Et d'une manière générale, il faut se demander, est-ce que le groupe avec lequel le commanditaire souhaite travailler a les compétences pour travailler en ligne? Voilà, parce que si c'est par exemple un groupe de personnes âgées ou bien des citoyens et des citoyennes qui n'ont pas forcément tous un background business, etc., bon, ben, peut-être que tout le monde ne pourra pas le faire ou ne souhaitera pas le faire. Et enfin, voilà, est-ce que les gens veulent le faire? Donc ça, c'est une deuxième question à se poser. Par rapport au groupe, est-ce que c'est cohérent, est-ce que c'est écologique de leur proposer quelque chose en ligne? Troisièmement, est-ce qu'il y a des outils ou des consignes de sécurité à respecter? Si vous travaillez avec des entreprises, en général, elles vont faire attention à la sécurité de leurs données, c'est normal. Et donc, certaines entreprises, par exemple, disent « Nous, on ne veut pas travailler avec Zoom ». Alors, il faut savoir que Zoom a beaucoup amélioré sa sécurité depuis, mais si votre client vous dit « Je ne veux pas travailler avec tel outil », bon, ben, vous ne travaillerez pas avec tel outil. Ou si tel client vous dit « Moi, j'ai Microsoft Teams, je veux que ce soit Teams » ou « J'ai BlueJeans », bon, ben, il faut se plier à ça. Voilà. Et nous, notre job de facilitateur, c'est d'apprendre un nouvel outil et de servir le client dans cet outil. En général, c'est pas de la neuroscience hein, qu'on nous demande d'apprendre. C'est très simple, les principes sont simples. Mais bon, il faut juste demander au client s'il peut nous créer un compte pour qu'on apprivoise cet outil en amont de l'événement et pour qu'on puisse l'utiliser. Et il y a une quatrième question à se poser, synchrone ou asynchrone? Et là, je viens à ça juste après parce que ça mérite vraiment toute notre attention. Donc, on a 4 questions additionnelles à se poser quand on va en ligne. Est-ce que c'est compatible avec ma raison d'être, mes objectifs et mes résultats? Est-ce que c'est cohérent et écologique pour le groupe? Quels sont les outils et la sécurité à respecter? Et enfin, est-ce qu'on va faire du synchrone ou de l'asynchrone ou les deux dans le type d'outil qu'on va utiliser? Je vous explique tout ça juste après. Et au final, le principe que je vais vous donner, le principe, c'est de faire imaginer le client. Le client, il a peur, il hésite, il ne sait pas, il n'a pas l'habitude, voilà, il n'est pas à l'aise avec la facilitation en ligne. Notre job de vendeuse, de vendeur, c'est d'expliquer comment ça va se passer et de les mettre en situation. Donc, par exemple, moi, quand je fais des appels clients ou des pitchs, des propositions pour qu'on aille vers une facilitation en ligne, bon, ben, en ce moment, c'est toujours en ligne. Donc, c'est une occasion pour leur démontrer comment est-ce que ça va se passer. Donc, par exemple, si je veux récolter leurs idées, bon, ben, je peux leur montrer comment ça va se passer dans le chat, ou alors avec Mural, ou avec Google Slides. Et donc, ça, c'est une manière de leur montrer comment ça va se passer dans les faits. Et puis après, dans votre discours, bon, ben, il faut vraiment faire imaginer le client. Donc, lui dire, voilà comment ça va se passer, d'abord ça, après ça, etc. Voilà, ça, c'est la première séance, la première section, la relation client. Maintenant, est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Par rapport à ce qu'on vient de couvrir? S'il y en a 0, je m'inquiète. Moi, oui, vas-y Ida. Magali. Ida, pardon, vas-y Ida. Ok, oui. Ok. Vous avez, merci pour tout ce que vous venez de dire. Vous avez parlé de pitch et puis de Miro. Qu'est-ce que c'est? Oui, alors pitch, pardon, c'était un anglicisme. Faire un pitch, c'est quand on est en réunion avec un client potentiel et qu'on lui fait une proposition. Donc, c'est avant que le client ait dit « OK, on travaille ensemble ». Donc, le pitch, c'est la réunion de vente, en fait. Donc, ce n'est pas un outil, c'est juste dans le processus. Et Mural, ça s'écrit M-U-R-A-L. Mural, c'est un outil de post-it en ligne. Donc, c'est un tableau blanc en ligne qu'on peut utiliser pour partager différents post-it, récolter des idées, etc. Il y en a un autre qui s'appelle Miro, M-I-R-O. Il y en a un autre qui s'appelle le Colibri, post-it par Colibri. C'est Magali qui me l'a fait découvrir. On va l'utiliser dans un instant. Il y a aussi Google Slides, etc. Voilà. OK, Ida? Merci bien. Merci. Avec plaisir. D'autres questions? Moi, j'ai une question. Vas-y, Ada.
quand on se pose la question, est-ce que c'est cohérent et écologique? La notion écologique peut être différente en fonction de qui est en face de nous. Donc, Alors, je voulais avoir, ouais. oui. Non, vas-y, tu veux compléter? Voilà, quels sont voilà, quand le débat arrive, voilà, le client peut dire, bon, ça pour lui, ça suffit, c'est bon, c'est écologique, juste parce qu'il ne va pas utiliser du papier. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Alors, pardon, c'est moi qui aurais dû… Non, c'est moi qui aurais dû mieux… Ouais, j'aurais dû mieux expliquer. Pardon. Alors, Voilà. écologique, pour moi, écologique, je l'utilise dans le sens métaphorique. Écologique, c'est faire quelque chose qui ne va pas à l'encontre des intérêts d'un groupe ou d'une personne. Tu vois? Donc, par exemple, comment je pourrais vous donner un exemple? À un niveau personnel, par exemple, c'est pas écologique pour moi de travailler les soirs et le week-end. Ça me convient pas, ça me rend stressé, ça m'empêche de bien dormir, etc. Voilà. Donc en fait, quand je dis c'est pas écologique pour le groupe, c'est dans le sens métaphorique, c'est-à-dire est-ce que ça va à l'encontre de ce que le groupe préfère, apprécie, voilà, le bon fonctionnement du groupe. Donc, quand je vous propose de vérifier est-ce que c'est écologique pour un groupe de faciliter de faire une séance en ligne, il faut vous poser la question, est-ce qu'ils ont l'énergie pour ça? Est-ce qu'ils ont l'envie? Est-ce qu'ils ont l'habitude? Est-ce que ça va leur demander un effort particulier? Est-ce que cet effort particulier va vouloir dire qu'en fait, ils ne peuvent pas participer de manière libre? Par exemple, si un groupe peut avoir les compétences, mais qu'il faut lui apprendre ou que plusieurs personnes ont du mal avec ça, bon, bah, c'est une barrière à leur participation sincère et totale. Donc, ce n'est pas une bonne participation. Voilà, c'est ce genre de questions qu'il faut se poser avec l'écologie. Pardon, j'aurais dû expliquer. Oui, vas-y, Kofi. Oui, c'est Kofi. C'est une très bonne question, une très bonne réponse parce que ça, Ida va adorer parce que c'était pas évident pour Ida de sacrifier son samedi matin, qui est la période des courses hebdomadaires et tout. Et je sais que ça a fait l'objet de discussions à un moment donné entre materne et elle. Donc, c'est effectivement le genre de questions que nous nous posons aujourd'hui quand nous devons choisir une heure pour des réunions. Surtout pour nous en Afrique où nous n'avons pas les mêmes horaires. Des fois, les gens choisissent une heure qui leur convient, mais nous, il faut qu'on se réveille à 4 heures du matin pour pouvoir suivre la séance. Donc, tout à fait, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Très bel exemple. Je viens d'un enterrement, vous voyez, je suis en noir. Ida, je suis vraiment désolé de t'empêcher de faire tes courses. J'espère que tu trouveras que ça en a valu la peine. Oui, non, tout à fait. Okay, j'ai couru pour venir. Bon, ok. Bon, mais alors, voilà, Kofi, tu me donnes un très bon exemple là. Le fuseau horaire, c'est un parfait exemple de est-ce que c'est écologique pour le groupe? Ça peut être écologique pour certains dans une région et pas écologique pour une autre partie du groupe dans une autre région. Tout à fait. Ok. Alors, je vous propose d'aller de l'avant, sauf si quelqu'un d'autre a une autre question, mais ça n'a pas l'air d'être le cas. Voilà, je ne vois pas de réaction sur les caméras ou dans la liste, donc c'est parfait. Alors, prochaine étape, je vous ai parlé de synchrone ou asynchrone. Qu'est-ce que c'est que ça? Synchrone ou asynchrone? Là, maintenant, vous et moi, on interagit en mode synchrone. Synchrone, ça vient de synchroniser, donc en même temps. Ça veut dire qu'on est tous en train d'interagir au même moment. Donc, une réunion en ligne, c'est synchrone. Un coup de téléphone, c'est synchrone. Est-ce que quelqu'un peut me donner d'autres exemples de manières de travailler qui sont synchrones? Magali, je vois que tu t'es… Ouais. Oui, des live chats. Des live chats, par exemple. Il y a tellement d'outils live chat, là, je ne vais pas les nommer, mais un live chat, c'est synchrone. Ouais, par exemple, WhatsApp ou bien Messenger ou Facebook. Telegram, etc. Telegram, tout à fait. Ouais. Un autre exemple? Je vais poser la question par rapport à différents groupes. Quand on est en ligne, qu'on crée des groupes, peut-être que les membres d'un groupe sont en synchrone, mais un groupe vis-à-vis d'un autre groupe, ils ne sont plus en synchrone, n'est-ce pas? Oui, tu veux dire quand on travaille en sous-groupe? En sous-groupe, oui.
Oui, oui, alors là, effectivement, les groupes ne sont pas synchrones entre eux, mais les gens restent en mode synchrone quand même dans leur groupe, absolument. Bien sûr. Ok. Je vais vous donner un dernier exemple, tout simple, tellement simple qu'on n'y pense pas. Une réunion en personne, c'est synchrone. À partir du moment où vous avez besoin que les participants travaillent sur quelque chose en même temps, c'est synchrone. Et alors du coup, asynchrone, eh ben, c'est très simple, c'est quand on ne travaille pas en même temps sur quelque chose. Est-ce que vous pouvez me donner des exemples de manières de travailler asynchrone? Par exemple, Ada, vas-y. oui, on a chacun un dossier à examiner. On le fait de façon différente. Oui, Et sur après, quel on va outil? se réunir. Tout à fait. Sur quel outil, par exemple? Des Google Forms. Ouais, Google Forms ou Google Doc. Oui, Ouais, Google Doc. ouais. Ça, c'est travailler de manière asynchrone. D'autres exemples? Le mail. Le mail. Par excellence, l'email, c'est asynchrone. C'est pas grave si moi je vous écris un email et que vous me répondez demain. Ça marche. D'autres exemples? Les groupes de discussion. Ah, c'est Kofi. Hein. Les Ouais, groupes de vas-y, Kofi. discussion. Groupe de discussion, comme par exemple? Les groupes de discussion qu'on crée sur des plateformes de formation à distance. Ouais, tout à fait. Je n'ai pas, bon, Dans un je forum travaille plus ou... avec Blackboard collaborer, tout quelque chose comme ça. Ouais, très bien, tout Voilà. à fait, exactement. Donc, ça, c'est asynchrone. oui. Parce que les gens contribuent, mais pas nécessairement en même temps. Mais après, on peut relire ce que les autres ont dit, Exactement. etc. Exactement. Je vais vous donner un autre exemple. Les outils comme Asana ou Trello ou des outils de gestion de projet en ligne. Ça, c'est asynchrone. Et enfin, ce qui est aussi asynchrone, vous l'avez déjà mentionné, c'est le live chat. WhatsApp, Telegram, etc. Ça peut être synchrone comme asynchrone. Ça marche aussi en asynchrone. Si vous m'écrivez un message sur Telegram et que je réponds cet après-midi, bon, bah, ça marche. Et alors, cette différence entre synchrone et asynchrone, elle est vraiment importante à saisir parce que vous allez avoir des clients qui vont venir vers vous et qui vont vous dire « je veux une réunion en ligne ». Parce que ça, c'est le défaut. C'est comme ça que, voilà, quand on veut faire quelque chose, on fait une réunion. Bon, mais en fait, là, on sait très bien que la réunion, ce n'est pas toujours la meilleure manière de faire. On sait très bien, par exemple, que pour réviser un document, une réunion, ce n'est pas forcément idéal parce que tout le monde parle en même temps, on ne se retrouve pas dans le document, etc. Et en fait, a fortiori, quand on travaille en ligne, c'est très important de considérer toutes les options, synchrone ou asynchrone. Et donc, pour faire ça, je vais vous inviter à faire une deuxième activité ensemble. Je vais vous inviter à aller dans une présentation Google Slides. Donc, dans le chat, je vais mettre un URL, une adresse, sur laquelle je vous invite à cliquer. Si vous n'avez pas d'ordinateur, malheureusement, il va falloir être patient. Il va falloir attendre un peu qu'on fasse l'exercice et je vais vous dire oralement comment ça se passe. Donc, vous allez dans le chat, vous cliquez sur ce lien. J'attends un petit peu que vous soyez là. Je vois 2 personnes déjà connectées. Voilà, on est 4, on est 5. Et quand vous êtes connecté, je vous invite à aller sur la diapositive numéro 2. Si vous avez un petit souci, vous pouvez taper dans le chat pour me dire si ça met du temps ou quelque chose comme ça. Mais normalement, là, je vois les gens sont en train d'arriver, donc normalement, vous y avez accès et c'est bon. Ok, on commence à être un petit nombre. Voilà, on est 8. Les autres, si vous avez un souci, dites-moi dans le chat, d'accord? Mais si vous n'avez pas de souci, je vais continuer. Alors, sur cette deuxième slide. Est-ce que moi j'y suis là? Vous me voyez ou pas? Ida, je ne sais pas, les gens sont anonymes. Donc, je ne sais pas te dire si tu es là. Ah. Si tu as cliqué sur. C'est un tableau blanc. Alors, je vous montre. Je partage mon écran. Comme ça, vous voyez ce que vous devriez voir. Vous devriez voir ça normalement. Ah, d'accord. OK. OK.
Alors, je vais le laisser afficher. Super. Je vais le laisser afficher. Comme ça, vous voyez. Si vous n'êtes pas connecté, vous pouvez le voir. OK? Mais si vous êtes connecté, ne regardez pas l'écran que je partage. Allez dans votre navigateur Internet. D'accord? Et donc, maintenant, je vais vous inviter à faire quelque chose. Dans cette fenêtre, voilà, j'ai préparé des post-it. Et les post-it, c'est des objectifs. Débriefer un conflit, générer de nouvelles idées, définir une stratégie, etc. Et je vais vous demander, si vous êtes connecté, de prendre les post-it un à un et de les amener soit dans la partie à gauche, si vous pensez que c'est mieux fait synchrone, donc en même temps, ou dans la partie blanche à droite, si vous pensez que c'est mieux en asynchrone, pas en même temps. Prenez n'importe quel post-it qui n'a pas encore été déplacé et déplacez-le, et puis après on va débriefer, on va voir ce que vous avez pensé. Faites attention parce que vous pouvez vraiment tout éditer, donc n'effacez rien, etc. Voilà, je vais vous laisser 2 minutes pour déplacer les post-it et après on verra. Bruno, Oui, dis-moi. si le post-it peut être à l'une et à l'autre partie à la fois, que fait-on? Je te propose de le mettre sur la limite bleu et blanc là, au milieu. D'accord. Bon, Voilà. excusez-moi, je ne sais pas si j'ai bien compris. J'ai à ma gauche 2 tableaux. Il y a un sur lequel c'est marqué facilitation en ligne outils. Alors, Et c'est le deuxième. Tu cliques sur oui, le deuxième. si je clique sur le deuxième, Oui, ok, d'accord. c'est bon? Ok, maintenant j'ai synchrone ou asynchrone. Voilà. Donc, je te propose de prendre les post-it avec ta souris Oui, et de les déplacer dans la zone bleue si tu penses que c'est mieux fait de manière synchrone, oui, ou dans la zone blanche si tu penses que c'est mieux fait de manière asynchrone. d'accord, merci. De rien. Ah, mais c'est le même tableau, donc je vois que l'exercice est fait par d'autres déjà, n'est-ce pas? Et oui, on est tous sur le même tableau, Donc, tout à donc il fait. faut être rapide. Et oui, et oui, et Il faut oui. être plus rapide. Tout à fait. D'accord, merci. De rien. Ok, il en reste quelques-uns. Il y a aussi 3 post-it blancs sans rien dedans. Ceux-là, vous pouvez, si vous voulez, vous pouvez écrire un objectif qui n'est pas encore là et le placer vous-même, comme vous voulez. Ok, super. Alors, on a tous les post-it qui ont été placés. Et donc maintenant, on va les explorer ensemble. Alors, donc encore une fois, en zone bleue synchrone, c'est mieux en même temps. En zone blanche asynchrone, c'est mieux pas en même temps. Alors, je vais commencer par synchrone. Définir une stratégie. Oui, c'est complexe, donc c'est mieux fait en même temps. Prioriser des options. Moi, je vous dirais, prioriser des options, ça peut être fait en synchrone ou en asynchrone. Donc, personnellement, je le placerai plutôt au milieu. Concevoir un projet depuis le début. Oui, c'est mieux en synchrone parce que c'est complexe. Analyser les causes d'un problème. Oui, c'est bien en synchrone. Éventuellement, on peut aussi le faire en asynchrone parce que si vous posez la question aux gens, voilà, pourquoi est-ce qu'on en est là? Bon, ben, des fois, ça peut être mieux de leur laisser le temps de réfléchir. Et ça veut dire asynchrone. Célébrer un succès, c'est beaucoup mieux en synchrone parce que c'est comme ça qu'on resserre les liens dans un groupe ou dans une communauté. Concevoir un nouveau projet, pareil, c'est complexe, donc synchrone. Résoudre une tension ou un conflit, là, ça demande de mobiliser les gens avec leur intelligence émotionnelle, avec le langage non verbal, etc. Donc oui, absolument synchrone. Discuter d'aspects hautement complexes ou nuancés, oui, synchrone. Encore une fois, quand c'est complexe, on met les gens en même temps, comme ça on peut clarifier, on peut expliquer, on peut nuancer. Forger des connexions sincères, absolument, synchrone. Cultiver une énergie collective, absolument, synchrone, tout juste, super. Du côté asynchrone, générer de nouvelles idées. Et oui, parce que générer de nouvelles idées, on peut le faire en synchrone, tout à fait, on peut faire du brainstorming, mais bon, le brainstorming, des fois, ça met un peu de temps à se mettre en route. Si on veut être généreux avec le brainstorming, à la limite, on pourrait dire, bon, pourquoi pas les deux, on va être généreux.
Mais générer de nouvelles idées, ça peut aussi être demander à un groupe, voilà, vous avez 24 heures ou vous avez 48 heures, répondez à cet email. Comme ça, les gens ils prennent le temps, ils décident de quand est-ce qu'ils le font et ils peuvent être plus créatifs. Débriefer un conflit. Débriefer un conflit, ça met en œuvre l'intelligence émotionnelle, des tensions potentielles, etc. Alors moi, je vous conseille plutôt de le considérer synchrone. Obtenir l'attention des participants. Ça, c'est intéressant. Obtenir l'attention des participants, ça peut être fait très bien en synchrone, mais ça peut aussi être mieux fait en asynchrone, parce que si vous avez un groupe fatigué ou voilà, qui a déjà beaucoup travaillé en ligne ou à qui on demande vraiment de faire beaucoup dans leur travail, eh ben peut-être que vous aurez mieux leur attention si vous leur posez une question dans un email ou alors dans un groupe de discussion et qu'ils peuvent répondre à leur guise. Donc ça, moi, je le mettrais au milieu. Collecter du feedback original et détaillé. Oui, absolument, c'est mieux en asynchrone. Inclure les gens de manière égale. Oui, c'est mieux en asynchrone en général. Ça peut aussi être fait en synchrone, mais à ce moment-là, il faut prendre garde à l'équilibre entre voilà, le genre, la seniorité, les régions, etc. Sélectionner parmi plusieurs options. Ça peut être mieux fait en asynchrone, mais en fait, ça peut être bien de d'abord lister les options en asynchrone et ensuite de se voir en synchrone, donc en même temps, pour sélectionner. Parce que, par exemple, vous êtes une équipe, vous aidez une équipe qui doit définir leur stratégie pour les 5 prochaines années. Bon ben, vous leur demandez de lister des options par email en asynchrone, mais après pour sélectionner, ça va être une discussion complexe et nuancée. Donc, mieux en synchrone. Je le mettrai là. Mais encore une fois, lister des options, c'est plutôt asynchrone. Donc ça, je vais le mettre là. Lister des options. Voilà. Donc on a d'abord listé les options, et puis après, on a sélectionné parmi plusieurs options. Réviser un document, c'est tout à fait mieux fait en asynchrone. Et commenter un document, c'est pareil, c'est mieux fait en asynchrone. Je regarde, on a tout fait. Ok, super. Bravo tout le monde. Bien joué. Vous avez la différence. Donc maintenant, ce qui est important, c'est de se rappeler de ça. Vous pouvez évidemment revenir à cette présentation et à cette slide. C'est de se rappeler de ça parce que le client, il va venir vers vous, il va vous demander « je veux une réunion en ligne ». Eh bien non, vous, votre travail comme facilitatrice, comme facilitateur, c'est de regarder quels sont les objectifs et de vous demander est-ce que c'est mieux fait en synchrone, donc OK pour une réunion en ligne, ou en asynchrone, ou les deux. Comme Ada disait, on peut commenter des documents en asynchrone et ensuite se réunir en synchrone dans une réunion pour regarder ce que les gens ont fait. Voilà, ça c'est beaucoup mieux. Et donc notre travail de facilitatrice, de facilitateur, c'est d'éduquer les clients à quand est-ce qu'on se réunit et quand est-ce qu'on travaille pas en même temps. Et alors ça les amis, c'est essentiel, surtout dans ces temps de travail de la maison, etc. Parce que moi je travaille avec des clients qui ne font que se réunir tout le temps. Bon ben, leur staff, leurs employés, ils n'en peuvent plus. Ils sont sur des réunions vidéo 6 heures par jour. Et ça, pour le coup, c'est pas écologique. Voilà, c'est terrible. Les gens, ils n'en peuvent plus après. Donc, on rend service en éduquant les gens, en prenant le temps de leur dire, là, vous me demandez quelque chose qui sera mieux fait en processus que dans une réunion. Et donc, c'est à vous de réfléchir dans les différentes technologies, qu'est-ce que je vais proposer aux gens ? Par exemple, pour travailler en asynchrone, Google Docs, Google Sheets, Google Slides, c'est très très bien parce que du coup, les gens ils peuvent contribuer dans leur propre temps et après, on peut voir ça et voilà, ça marche très bien. Il y a d'autres outils qui sont des outils plutôt d'aide à la décision. L'un de ces outils, c'est Meeting Sphere, que moi j'aime bien. Je vous le mets dans le chat, Meeting Sphere. C'est un outil qui permet aux gens et de faire du synchrone, des réunions en live, mais aussi de l'asynchrone, donc de générer des idées, de commenter les idées, de leur donner des notes, etc. Le tout en asynchrone. Pour ça, il y a si vous ne connaissez pas forcément tous les outils, il y a un collègue à nous qui est à l'IAF, Steve Bather, qui a fait une catégorisation des outils en ligne. Je vais vous la montrer brièvement et vous pouvez la retrouver sur Internet assez facilement et via l'IAF.
Je vais trouver ça, parce que ça vaut la peine de vous le montrer. Zut, je ne le trouve pas. J'aurais dû vous préparer ça en avance. Là, je ne le retrouve plus du coup. Peut-être là-dedans, un dernier essai. Non. Alors, je peux vous montrer autre chose du même genre. Et après, je pourrais envoyer à Magali ce que j'avais en tête. Mais voilà, ça c'est... voilà, j'espère que vous pouvez voir. Ça, c'est un petit résumé de certains outils qu'on utilise dans la facilitation en ligne. Donc, ça, dans cette catégorie before, c'est avant. Ça, c'est plutôt pour se mettre d'accord sur le temps. During, voilà, il y a plusieurs outils, hein, il y en a plein. On est sur Zoom actuellement, mais il y en a encore plein. Après, et puis après, il y a des outils pour prendre des notes de manière automatisée. Et après, il y a encore des outils pour la collaboration visuelle, etc. Ce dont je viens de vous parler, Meeting Sphere, c'est dans cette catégorie. C'est dans la catégorie brainstorming et soutien aux décisions. Ça, c'est des choses qui travaillent en asynchrone. GroupMap, c'est aussi un très bon outil. Mais comme vous le savez, ça, voilà, 2019, 2019, dans le monde de la facilitation en ligne, c'était il y a 10 ans. Okay, donc, c'est à actualiser et je m'assurerai d'envoyer à Magali l'autre visualisation de ça. Voilà, donc synchrone versus asynchrone, le principe avec lequel je vous laisse, c'est qu'il faut demander de manière critique ce qui est mieux fait dans l'un ou dans l'autre par rapport aux objectifs. Okay, ça clôt notre section synchrone versus asynchrone. Est-ce que vous avez des questions? Oui, Magali. Bruno, oui. Ma question est par rapport justement à la lourdeur des outils par rapport à la qualité de nos connexions ici sur le continent. Donc, je me souviens qu'on avait discuté, tu as préféré utiliser Google Docs ou toute la panoplie Google parce que c'est beaucoup plus adapté, tu disais, en termes de lourdeur là, par rapport à la liste qu'on vient de voir. Est-ce que tu peux un peu élaborer là-dessus? Parce que je sais que c'est un de nos prérequis majeurs. C'est un des critères, oui, tout à fait, absolument. Exactement. Tout à fait, tu as raison. Donc, dans cette liste, je la réaffiche. Alors, dans cette liste, par exemple, on sait que Zoom, voilà, c'est compatible avec les connexions avec lesquelles vous travaillez. WebEx, je pense peut-être un peu moins. BlueJeans, je ne suis pas sûr, mais je pense. Mais par exemple, quand on parle d'outils de collaboration visuelle, je sais que Mural et Miro, par exemple, demandent beaucoup de ressources en termes de connexion, en termes de rapidité des ordinateurs, etc. Donc, quand on a préparé cette séance avec toi, Magali, donc ici, tu joues le rôle de mon client, moi, j'ai dit, je pense faire Mural, mais est-ce que c'est compatible? Est-ce qu'en général, ça marche pour vos connexions, vos ordinateurs, etc. Et tu m'as dit, non, Mural, voilà, ça peut poser problème. Donc, je me suis rabattu sur Google Slides. Google Slides, la suite Google, elle est universelle. Ça, vous pouvez y aller. En plus, ça tombe bien, elle est gratuite. Il faut juste avoir un compte Google en général. Mais elle est universelle, elle sera accessible partout pour tout le monde, sur un ordinateur même de base. Donc ça, c'est assez rassurant, c'est votre option de base. Et après, si vous savez que vous travaillez avec des groupes qui ont accès à plus de ressources, vous pouvez aller trouver d'autres ressources. Dans cette liste, il faudrait voir Meeting Sphere. Je pense que Meeting Sphere et GroupMap travailleront bien avec des ressources informatiques limitées. Storms peut-être un peu moins. C'est à vous d'essayer, c'est à vous de connaître les outils, de faire un test. Quasiment tous les outils aujourd'hui vous proposent de faire un test gratuit, par exemple pour 2 semaines ou pour 1 mois. Vous pouvez faire ça. Et ça, c'est l'une des questions à voir avec votre client, voilà, par rapport au groupe et ses capacités. D'autres questions par rapport au synchrone, asynchrone? Okay, oui, bonjour. Oui, bonjour Olata, vas-y. Voilà, donc j'ai assisté à une session de formation tout récemment où effectivement on envoyait les gens en travaux de groupe. Et à travers ces travaux de groupe, ils avaient des exercices sur un temps limité.
Et là, ils avaient les post-it. Avec les post-it, ils pouvaient produire leurs idées, faire leur brainstorming, également faire leur propre synthèse. Et après 15 minutes, tout le monde se retrouve dans le grand groupe. Oui. Et là, il y a eu effectivement la synthèse, chacun restitué. Bon, j'ai trouvé très dynamique et que ça allait avec les techniques de facilitation. Je voulais savoir, est-ce que c'est sur la plateforme Zoom que c'est fait directement ou bien il y avait une autre plateforme qui a été adjointe à cela? Pour faire les sous-groupes, tu veux dire? Oui, les sous-groupes. Voilà, alors oui, tout à fait. Ça, c'est intégré à Zoom et je vais vous faire une petite démonstration dans la 3e partie. Je vais te montrer comment ça marche. Merci. Ok. Kossi, tu as levé la main et après… Oui, non, Kossi et puis après Kofi. Kossi, vas-y en premier. Oui, j'aimerais savoir un peu si la réunion doit se faire de façon asynchrone et peut-être il y a des décisions à prendre. Est-ce qu'on aura donné des timings? Ok, je laisse peut-être le document et je vous dis, ok, j'aimerais que vous me donniez une réponse après 2 heures ou après 1 heure ou après 24 heures pour que le travail soit bien fait. Très bonne question, Kossi. Toujours donner une deadline. Et ça, c'est un truc à faire. C'est aussi essentiel c'est une bonne pratique business. Quand vous envoyez des emails, par exemple, et que vous demandez quelque chose à quelqu'un, il faut toujours donner une deadline. Même si elle est flexible. Mais voilà, quand vous demandez quelque chose à quelqu'un, est-ce que tu peux relire ce CV ou est-ce que tu peux me répondre à cette question? Il faut toujours dire, ça me serait utile cette semaine. Ou alors, c'est assez urgent. Ou alors, c'est pas urgent. Quand tu veux, ce sera OK. Mais toujours donner une time frame. A fortiori, quand on facilite. Toujours, quand on envoie les gens en sous-groupe ou alors quand on donne une instruction aux gens, il faut toujours dire, voilà, je vous donne 2 minutes, je vous donne un quart d'heure, parce que comme ça, on est aligné. Sinon, les gens, ils vont prendre tout le temps qu'ils veulent. Encore mieux que ça, c'est donner une délimitation de temps. Et si elle dure plus que 2-3 minutes, indiquer aux gens quand on arrive vers la fin. Donc, par exemple, moi, si je vous envoyais en sous-groupe faire une activité, je vous dirais, OK, vous avez 5 minutes, ou alors disons, vous avez 10 minutes. Eh bien, après 8 minutes, je vous enverrai un message en disant, attention, vous avez encore 2 minutes, pour que les gens se rappellent, tu vois, sinon ils partent facilement, ils oublient facilement le temps. Ouais. Ça marche? Kofi. Oui, merci Bruno. Je vois que tu as beaucoup d'expérience dans la facilitation en ligne avec des clients. Ma question, c'est par rapport vraiment à l'aspect business. Si les clients nous imposent une plateforme parce qu'ils ne veulent pas Zoom, ils veulent plutôt un autre outil, et que nous avons besoin, nous, de prendre le temps de nous former sur cet outil, de maîtriser cet outil pour faire un travail propre, est-ce qu'ils sont prêts à payer pour ce temps de formation supplémentaire là, ou bien ils partent du principe que tu es facilitateur, tu dois tout savoir et que donc ils ne sont prêts à payer que la durée de ta mission? C'est le genre de question qui me trotte dans la tête. Oui, bien sûr, c'est une très bonne question. Je pense que c'est plus professionnel de le prendre à notre charge, ou en tout cas de ne pas demander au client, voilà, est-ce que vous allez me payer pour? Mais ça ne veut pas dire que le client ne va pas payer pour. Le client, il vient chez vous parce que vous êtes un expert ou une experte, d'accord? Vous voulez donner un service propre, professionnel, sur lequel on peut compter, d'accord? Mais si dans le cadre… Donc en fait, je vous dis ça parce que de dire « Ok, mais alors moi, je ne suis pas formé, il faut que je me forme, etc. » Ça va un petit peu à l'encontre de ça. Même si d'une certaine manière, en fait, ça montre votre professionnalisme. Vous dites « Bon, ben ok, mais il va falloir que je regarde sérieusement comment ça marche, etc. » Mais dans la tête du client, ça vient avec. Mais du coup, si dans votre processus de définition du projet, le client vous dit « Moi, je veux cette plateforme-là et pas une autre », et que vous ne la connaissez pas encore, bon, eh bien, intégrez ça dans votre projet. D'accord? Sans lui dire forcément. Mais par exemple, au lieu de… Si vous avez une réunion de 2 fois une demi-journée, donc une journée en ligne, déjà, en règle générale, pour livrer quelque chose qui dure une journée,
Bon, ben, ça met environ une journée à préparer. Voilà. En ligne, ça risque de prendre un petit peu plus parce qu'il faut prévoir les outils, tout vraiment bien préparé, etc. Mais bon, pour l'exemple, disons que pour livrer une journée, il faut aussi une journée de préparation, d'accord? Donc, vous êtes sur une base de 2 journées à facturer au client. Eh bien, si le client vous demande d'utiliser des plateformes, oups, pardon, je me suis muté sans faire exprès. Si le client vous demande d'utiliser des plateformes que vous ne connaissez pas, eh bien, peut-être qu'au lieu d'une journée de préparation, vous allez lui facturer une journée et quart ou une journée et demie. Ou alors, vous allez peut-être augmenter votre tarif journalier très légèrement pour que, pour vous, ben, le temps soit compensé, quoi. Mais je pense que c'est mieux de faire comme ça. Bonne question. OK. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose d'aller vers la troisième et dernière section ensemble. Alors, cette troisième et dernière section, c'est la technologie. Alors, je vais d'abord vous faire expérimenter les sous-groupes dans Zoom. Vous l'avez probablement déjà fait, mais si vous ne l'avez pas fait, eh bien aujourd'hui, ça va être votre première fois. Alors, j'ai préparé des sous-groupes, il y en a 5. Vous allez être 3, 4 ou 5 dans les sous-groupes. Et je vais tout simplement vous envoyer dans des sous-groupes maintenant. OK ? Et je vais vous y laisser environ 1 minute pour que vous voyez comment ça se passe. Regardez les boutons, interagissez entre vous, utilisez le chat, faites comme vous voulez, d'accord? Mais après 1 minute, je vais refermer les sous-groupes et vous allez tous revenir ici. OK? Alors, normalement, ça va marcher. Si ça ne marche pas, vous vous laissez faire. Et si vous déconnectez, vous vous reconnectez simplement et on se retrouvera ici dans la salle principale. Donc, on va dans les sous-groupes, 1, 2, 3, et je vous retrouve dans un peu plus d'1 minute ici. Alors, vous devriez avoir en face de vous un bouton qui vous invite à rejoindre votre sous-groupe. Moi, je vous entends très bien. OK. Voilà, vous revoilà dans la salle principale. Voilà, donc je vous ai envoyé dans des sous-groupes pendant 1 minute et maintenant j'ai fermé les sous-groupes et donc vous êtes tous revenus. Alors, comment ça se passe? Eh bien, c'est très simple. Dans Zoom, il y a une option qui s'appelle sous-groupe et donc vous la cliquez et il va vous proposer de mettre les participants dans des sous-groupes. Je vous montre comment ça se passe. Si vous êtes encore dans la comment dire, présentation. Non, en fait, je ne vais pas faire ça parce que tout le monde n'y est pas. Donc, je vais partager mon écran. Voilà. Créer des sous-groupes. Alors, la première étape dans Zoom, quand vous cliquerez dans créer des sous-groupes, c'est qu'il va vous proposer d'assigner les participants dans combien de sous-groupes. Vous allez choisir le nombre. Et ensuite, il vous demande est-ce que c'est Zoom qui met les participants automatiquement dans des sous-groupes ou alors est-ce que c'est à vous de décider qui va dans quel sous-groupe. Et après, vous cliquez créer les sous-groupes. Une fois que vous avez fait ça, vous allez avoir cette fenêtre avec les sous-groupes et vous allez pouvoir bouger les gens dedans. Une fois que c'est fait, vous pourrez cliquer ouvrir les sous-groupes. Ici, Open All Rooms.
Il y a aussi d'autres options. Vous pouvez, voilà, je vous laisserai découvrir ça en détail. Voilà, vous pouvez sélectionner d'envoyer les gens directement sans attendre. Vous pouvez permettre aux gens ou pas de revenir dans la salle principale quand ils veulent. Vous pouvez fermer les sous-groupes automatiquement après quelques minutes, etc. Voilà, tout ça, c'est dans Zoom. Et c'est une très bonne manière, sinon la meilleure manière, de mettre de l'interactivité dans vos séances de facilitation en ligne. Les sous-groupes de 3-4 personnes, c'est idéal. Et je vous invite à vraiment utiliser ça dans vos plans de séance. C'est idéal parce que les gens peuvent interagir à une échelle humaine. En 3-4 personnes, on n'est pas obligé de couper le microphone. On peut parler naturellement, etc. parce qu'on ne se coupe pas forcément la parole. Donc, utilisez plus de sous-groupes que vous le feriez en personne et utilisez-les souvent. C'est OK d'envoyer les gens en sous-groupe 2-3 fois dans 1 heure ou dans 1 heure et demie. Utilisez cette fonction, c'est vraiment une très bonne fonction. Et je vais vous montrer une autre fonction dans Zoom qui permet de mettre un peu d'interaction, c'est un sondage. Alors, je vais lancer le sondage et vous allez voir sur votre écran 2 questions. Première question, combien de séances en ligne avez-vous facilité ou aidé à faciliter? Et là, je vous laisse répondre. Vous pouvez répondre une question. Vous pouvez donner une réponse. Et question numéro 2, quels sont vos outils préférés? Répondez au hasard. Voilà, le but, c'est vraiment de voir comment fonctionne l'outil. Alors, je vois que 8 personnes ont déjà participé. Donc, je vais attendre encore un petit peu. Je vois que plus de la moitié a désormais voté. Je vais attendre encore un petit peu. On en est à 2/3. Encore 5 secondes. OK, on a 15 réponses, 16 réponses sur 21. Je finis le sondage. Et maintenant, vous devriez voir les résultats sur votre écran. Alors, on sait que parmi nous, la majorité a facilité 1 à 2 séances en ligne, mais que pas loin derrière, il y a aussi 3 à 5, aucune ou 6 ou plus. Donc, ça nous donne l'information que voilà, l'expérience est répartie de manière égale. Et enfin, 2 outils préférés, c'est clairement Zoom, peut-être un petit peu Skype et pas les autres. OK? Alors, pareil, pour faire des sondages dans Zoom, je vous montre rapidement. Là, c'est un peu différent. Ce n'est pas pendant la séance pour les sous-groupes, mais pour les sondages, c'est avant la séance. Vous allez sur le site web de Zoom et quand vous réglez votre séance, votre réunion, vous faites ajouter un sondage, add a poll. Et là, vous dites, voilà la question, voilà les réponses possibles, etc. C'est une manière parmi d'autres de mettre de l'interactivité. D'accord? Et je vais vous donner un dernier exemple que m'a fait découvrir Magali. Dans le chat, je vous donne une autre adresse internet. Voilà, ça s'appelle postit.colibri outil libre. Vous cliquez dessus. Et là, vous avez en face de vous, vous avez un tableau blanc. Alors, je vais partager encore une fois mon écran pour ceux qui n'y ont pas accès directement. Mais si vous y avez accès directement, faites-le, restez dans l'outil. Et si vous y avez accès directement, allez-y. Vous voyez, j'ai préparé une question. Comment trouvez-vous cet outil? Eh bien, vous pouvez ajouter un post-it. Et moi, je vais dire super. Je vous invite à faire de même. Allez-y, je vous donne 1 minute. Bruno, Oui. pendant que les gens utilisent Colibri, pour ce qui est du breakout room, est-ce que c'est programmable avant la séance ou c'est seulement programmable une fois rendu dans la séance parce qu'on sait exactement le nombre de participants? Alors, c'est aussi programmable avant la séance. Mais il y a un petit, voilà, il y a un petit détail à savoir, c'est que, alors j'arrête le partage et je vais vous montrer comment ça se passe. En gros, voilà, on va aller dans Zoom. Hop. Alors, dans Zoom, par exemple,
voilà, je clique n'importe quelle réunion à venir et je dis, voilà, éditer cette réunion. Et ensuite, à la fin, voilà, je peux cocher Breakout Room Pre-Assign. Ça veut dire assigner les sous-groupes en avance. Donc, je peux créer des chambres, je peux créer des sous-groupes, je clique, voilà, j'ai la numéro 1, la 2, la 3. Je peux aussi les renommer. Et après, je peux rajouter les participants. Mais les participants, je peux seulement les ajouter s'ils se sont enregistrés. Donc, ça veut dire que pour faire ça, je dois avoir sélectionné l'option enregistrement requis. D'accord? Donc, j'aurais pu le faire pour notre formation, mais je ne peux pas le faire pour toutes les réunions parce qu'on ne prend pas forcément toujours une registration. Oui, Ada. Ok, merci. Oui, je découvre parce que moi, j'avais essayé des breakouts, mais je les préparais avant. Oui. Je ne savais pas qu'on pouvait les créer pendant la réunion. Ouais. OK. Ça demande un petit peu d'agilité. Ça devait être fait uniquement avant la réunion. Pas forcément. Moi, ce que je vous conseille, c'est de vous donner cette tâche à votre assistant, assistante, producteur, productrice, pour que vous puissiez faciliter. Et pendant ce temps-là, la personne le fait, parce que faire les deux en même temps, c'est un peu compliqué. Mais j'ai une autre question. Ouais. Pour les sondages. Oui, ça c'est toujours avant. Oui, avant. Mais c'est seulement l'animateur principal qui peut créer les sondages. C'est ça, c'est la personne qui a accès au compte Zoom. Au compte, voilà. Tout à fait. D'accord. Il est possible de le faire pendant, mais alors, quand vous cliquez sur sondage, si vous voulez en créer un autre ou même l'éditer, il va vous envoyer vers le site web de Zoom auquel il faut que vous ayez accès. D'accord? Donc, moi, je vous conseille vraiment 100% de le faire avant. Oui, Bruno, c'est oui, dis-moi, Materne. Oui. S'il te plaît, c'est celui qui crée la session qui peut créer le sondage ou bien c'est celui qui est fait hôte de la session? C'est le créateur de la session. C'est la personne qui a le compte Zoom. D'accord. D'accord? Merci. De rien. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, dis-moi, Ada. Moi, j'ai déjà expérimenté. J'ai été nommée hôte. Je n'ai pas créé la réunion. J'ai été nommée hôte et j'ai créé les sondages. C'est vrai? Ok, ça je savais pas que tu pouvais faire. Celui qui était hôte n'était pas disponible tout le long de la séance. Et donc il t'a fait hôte. Il est parti et j'avais accès, j'ai pu créer les sondages. Donc le site web de Zoom, c'est ouvert pour toi? Oui. Ok, bah génial, merci, je ne savais pas du tout. Donc c'est possible, parfait. J'ai déjà fait ça. Super. Top. Alors voilà, ça conclut la partie technologie où je vous ai montré un petit peu comment utiliser Zoom, comment utiliser les post-it Colibri aussi, qui sont un outil gratuit. Et surtout, voilà, merci beaucoup pour le bravo Bruno. Et surtout, un truc important, c'est que je vais repartager une dernière fois pour nos dernières minutes ensemble. Surtout, donc ça, c'est très bien, c'est facile, c'est pratique. Là, vous avez organisé les post-it en couleur. Une autre fonction, c'est que vous voyez là à droite, quand vous bougez la souris vers la droite, il y a un plus et un moins. Plus et moins, c'est en fait pour enlever les colonnes. Alors, si je fais plus, tout d'un coup, j'ai deux colonnes. Alors, je peux dire post-it bleu, et puis là, je peux mettre les jaunes. Pas les jeunes, les jaunes. Voilà. Et maintenant, on a deux colonnes et on peut classer les post-it. Mais on peut aussi mettre 3 colonnes, 4 colonnes. On peut aussi réduire la taille des post-it pour avoir plus de place pour les mettre. Et surtout, un truc vraiment génial, c'est que toute la page, vous pouvez déplacer les post-it sur toute la page, pas que sur le tableau. Donc, c'est vraiment très flexible, très, très pratique. Et la dernière chose par rapport à cet outil, qui est vraiment super, c'est que une fois que vous avez créé votre salle avec gratuitement, voilà, ça vous donne un code, vous créez le code. Moi, j'ai choisi IAF 25 juillet, mais vous pouvez encore contribuer de manière asynchrone. Donc, vous pouvez envoyer l'URL aux gens et leur dire, bon, ben, vous avez une semaine pour mettre vos idées sur le tableau. Et ils pourront le faire et ça restera. Et dans la réunion qui suivra, vous pourrez le voir. Donc, très pratique ça. Voilà. Et donc ça. S'il te plaît, Bruno. Oui, Kofi, vas-y. Tout à l'heure, quand on travaillait sur le whiteboard avec les post-it là, tout le monde pouvait bouger des post-it même si c'est pas lui qui a écrit. Oui. Est-ce qu'il y a possibilité pour le facilitateur
de prendre la main pour réorganiser les post-it. Quand il y a par exemple un brainstorming avec les post-it, des fois on a envie de faire un clustering. Donc si on laisse la main à tous les participants, ça peut devenir la grande foire. Ouais, est-ce qu'il y a la possibilité? Malheureusement, non. Malheureusement, non. Donc il faut désigner quelqu'un et demander aux autres. Désigner quelqu'un, voilà, ou alors le faire soi-même et être clair, par exemple, et dire aux gens, voilà, maintenant je vous demande de ne plus bouger les post-it, je vais m'en charger pour vous, tout simplement. C'est ça, ok. Merci. Ouais, de rien. Voilà, on a encore on est à 36, mais je vais encore vous donner la possibilité de poser 2 questions si vous voulez. Ce sera les dernières, et puis après je vais vous laisser aller faire les courses pour Ida, et puis manger ou faire autre chose pour les autres. Voilà. Est-ce que vous avez encore l'une ou l'autre question? Ok, moi je vais poser une question. Les Ida. post-it, les gens écrivent dessus, parce que moi je ne suis pas arrivée à écrire, je suis arrivée à faire plus ou moins, mais c'est les gens qui ont écrit eux-mêmes? Les gens ont écrit dessus. En fait, pour écrire sur un post-it, tu double-cliques dessus. Ah, sur le post-it. Sur le post-it, et ça te permet d'écrire dedans. D'accord, ok. Merci bien. Okay. Ouais, de rien. Ça, c'est voilà, ça pointe un autre besoin, c'est d'être très clair dans l'instruction aux participants. C'est-à-dire double-cliquer pour éditer un post-it. Ça, je ne vous l'ai pas dit, j'aurais dû. Bon, ben, il y a Ida qui a été confuse du coup. Donc, une différence avec en ligne, avec en personne. De rien. Une autre question finale peut-être? C'est quand la prochaine section? Merci moi j'ai une question qui n'est peut-être pas adressée à Bruno seul, mais peut-être à nos amis, les responsables du groupe francophone, du SIG francophone. Est-ce que cette séance est faite dans le cadre du SIG francophone? Magali et Materne, je vous laisse répondre. Oui, je dirais oui, mais Élise est mieux placée que nous, puisque c'est elle la responsable provisoire du groupe SIG francophone. De toute façon, au moment où on envoyait la demande pour la création du groupe SIG, on avait déjà cité ces genres d'activités à mener régulièrement. En tout cas, moi, je ne suis pas dans le SIG francophone, mais c'était plus suite à une réunion d'IAF Togo. Et comme on invite toujours nos voisins, les pays voisins francophones, parce que là, on se retrouve à agrandir le nombre de pays francophones en Afrique. Il y a des participants du Bénin, du Togo, du Congo, de la Côte d'Ivoire, du Burkina. Les 2 chapitres officiels, c'est Burkina, n'est-ce pas, et Togo en ce moment. Materne pourrait mieux t'indiquer, mais voilà, l'Afrique francophone est en pleine ébullition. Magali, qui t'a dit que tu n'es pas membre du groupe francophone? Non, elle a dit qu'elle n'est pas membre du SIG. Oui, enfin, qui t'a dit que tu n'es pas membre du SIG? Ah bon, ben je suis membre à mon SIG. De toute façon, dans ce groupe, parmi les participants ici, nous avons les 50% qui ne sont même pas membres de l'IAF. C'est une occasion de les inviter à rejoindre l'IAF pour bénéficier de ces avantages, parce que la règle que nous allons instituer bientôt, Kofi, si je me trompe, tu me corriges. Si tu n'es pas membre, on t'invite à suivre 2 sessions et à partir de la 3e, ce n'est plus possible. Oui, bon, c'est l'idée, oui. Bravo. C'est l'idée. Alors, je suis en train de faire la capture d'écran. Il faut qu'on sourie là. Pour que le président ou la présidente du groupe francophone puisse mettre ça à son actif. Voilà. Alors, j'invite tout le monde à se mettre en caméra si vous voulez bien. Si vous avez envie d'être sur la photo, hein, vous n'êtes pas obligé. Mais voilà, activez un petit peu vos caméras. Activez vos vidéos. Voilà, comme ça on peut voir tout ce beau monde. Super. Puis Kofi, tu nous dis Barthélemy, en tant que président du chapitre IAF Togo, est-ce que tu veux dire un mot? Je peux y aller, les autres. Merci Magali, je voudrais... Oui, vas-y. Il y a Alain qui s'exprime. Hein? Non, oui, c'est bon. C'est pour prendre la photo, la caméra. Je tenais à féliciter Bruno, Materne et Magali pour cette expérience très, très enrichissante.
Cela dit, j'avais une question, j'avais levé la main, je peux peut-être la placer. Je Allez, suis au vas-y, même place. niveau que Ida et je me Place-la. dis, Une est-ce dernière qu'on peut question avoir et après un je vous petit donne pratique? un dernier conseil et puis après je vous libère. Vas-y, Barthélémy. Oui, merci. Je voudrais dire, pour les débutants, est-ce que Bruno peut avoir un manuel à l'usage De des quoi en nouveaux particulier? qui résume la dernière partie surtout de ce que nous avions fait? Écrire avec les post-it, les Alors, déplacer. je n'ai pas de manuel parce que ça va dépendre des outils. Chaque outil a son manuel propre. Oui. Mais ça tombe bien parce que vraiment, tous les outils ont un manuel. Alors, pour certains outils, c'est qu'en anglais. Ça peut être un obstacle. Mais pour des outils francophones, par exemple, outils libres post-it, eh bien, il y a probablement un manuel quelque part. Par exemple, si on clique sur université, il doit y avoir en haut, il doit y avoir des cours ou des manières d'apprendre, etc. Ou sinon, il y a toujours des forums où on peut poser des questions. Si vous utilisez Mural ou Google Slides, Google Docs, etc., il y a tout est documenté. Pour Google, c'est aussi en français, ça c'est certain, dans les moindres détails. Donc vous pouvez aller dans les sections d'aide, de support, etc. pour apprendre. Zoom, pareil, je ne sais pas si c'est en français, mais tout est très détaillé. Je crois que c'est en français aussi. Zoom a des tutoriels en toutes les langues, dont le français. Oui. Voilà, prenez le temps de regarder ça, regardez les vidéos tutoriels, lisez les articles. C'est vraiment pas sorcier tout ça, hein. Tout ce qu'on fait, c'est d'utiliser des outils qui sont quand même très ergonomiques. On n'a pas besoin de diplôme pour faire tout ça. Donc, profitez de ça. Prenez un petit peu le temps de vous renseigner si vous êtes débutant et de vous familiariser avec ces outils. Je vais vous donner un dernier conseil avant qu'on se quitte. Ce dernier conseil, c'est vous savez tous que quand on est dans des réunions en ligne, c'est très fatigant en tant que participant. Eh bien, la chose numéro 1 à faire pour que ce soit moins fatigant, c'est de cacher votre propre vidéo. Là, vous me voyez en vidéo, mais moi, je ne me vois pas. Vous pouvez faire ça en passant la souris sur votre vidéo, en cliquant et en sélectionnant l'option. En anglais, c'est Hide Self View. En français, c'est peut-être cacher ma vidéo ou quelque chose comme ça, ou cacher ma propre vision. Pourquoi? Parce que si vous vous affichez, eh bien pour votre cerveau, c'est comme si vous étiez pendant 90 minutes devant un miroir. Et même si vous ne regardez pas votre vidéo, votre cerveau, il est en permanence en train de vérifier si vous êtes bien cadré, si vous avez l'air bien et tout ça. C'est ça qui est très, très fatigant. Donc, mon conseil numéro 1, et ça compte pour vos participants aussi, quand vous participez, vous cachez votre propre vidéo. C'est très facile à faire dans Zoom. Et en tant que facilitateur, c'est infiniment plus agréable, vous allez voir. Vous êtes beaucoup plus dans le moment. Bref, voilà, ça c'était mon dernier conseil. J'espère sincèrement que tout ça, ça vous a été utile. C'est un vrai plaisir pour moi de me connecter avec vous toutes, avec vous tous. Et c'est super de voir les chapitres en ébullition. Et je laisse le dernier mot à Materne, à Magali. Voilà, une dernière question, je vais laisser le dernier mot à Magali. Masquer l'image de soi, la vidéo de soi, si on le fait, comment peut-on revenir? Parce que je viens juste de le faire, mais je ne sais pas comment revenir. Alors, tu cliques sur n'importe quelle vidéo de n'importe qui. Okay. Et tu auras l'option montrer ma vidéo, quelque chose comme ça. Et afficher la vue de soi. Voilà, afficher la vue de soi, c'est ça. Merci. Le mot de fin à Magali ou à Barthélémy. Oui. Merci Bruno pour ta présence, de nous avoir accordé ce temps et ce matin. Et puis, j'espère qu'il y aura beaucoup plus de collaboration entre les francophones du Sud et les francophones du Nord, disons comme ça. Avec grand plaisir. Ça a été initié par toi en mai, je crois. Il y avait déjà eu une séance francophone à travers toute l'IAF, mais continuons cette collaboration. Elle est souhaitable. Merci beaucoup. Un grand plaisir. Merci à tous. Passez un bon week-end. Bonne chance dans votre facilitation en ligne. Je suis sûr que vous allez être super. Et puis à bientôt. Voilà. Prenez soin de vous. Ciao. Merci tout le monde pour votre présence. Merci tout le monde. Merci beaucoup. C'était très bien. Super. Bonne course, Ida. Ouais, merci. Merci beaucoup. Bonne journée, bon week-end à tous. À bientôt, oui. À tous. À qui le tour?
Voilà. Merci. Parfait. Merci à tous. Au revoir. Ada, je t'ai envoyé quelque chose. Ce soir à 16h, tu as eu pour une deuxième session. Merci. Magali, je te fais hôte, comme ça, moi, je peux m'en aller, mais vous pouvez débriefer si vous voulez, d'accord? Ah, d'accord. Voilà, OK, merci. De rien. À bientôt. À bientôt. Ciao. Merci Magali. Je veux juste rapidement rappeler qu'il y a une autre session à partir de 16h. OK, oui, c'est vrai. Une autre session à partir de 16h. Oui, IAF Exploring Facilitation. Je vais partager le chat parce qu'avec les adresses, les informations, je sais qu'il va mettre sa présentation en disposition, mais je vais vous partager le chat aussi dans les différents groupes WhatsApp, là, si possible. Bon, bien, bonne journée à tous. Bonne journée. Oh, Élise, c'est quoi ce sigle là? Il faut me dire, c'est quoi? J'ai pas compris le sigle. Non, c'est Special Interest Group. En fait, ce qui s'est passé, ça s'est décidé comme ça. Il y avait on a eu une formation en français. Et puis, on a émis le souhait de constituer un groupe d'intérêt dont l'objectif vraiment, c'est de contribuer à la traduction des outils, mais également à obtenir beaucoup plus de formation en français pour les gens qui ne maîtrisent pas l'anglais. C'est tout. Donc, il y a un certain nombre d'activités parmi lesquelles, justement, encourager les facilitations en français pour les francophones et aussi pour tous ceux qui le veulent et qui le peuvent, qu'ils contribuent à la traduction des documents. Materne est là, hein, Materne? Tu as tout expliqué, et très bien même. Est-ce que la reconnaissance officielle est là de l'IAF? Est-ce que c'est fait? C'est déjà fait. À la dernière réunion du bureau. Félicitations. Et à ce SIG, au plus tard, à la fin de la semaine prochaine, nous aurons une page web sur le site de l'IAF. Une page que nous pourrons alimenter quand nous voudrons. C'est le lieu de lancer un appel aux francophones pour briguer des postes au niveau du bureau. Voilà. Ah, il y a même un bureau dans les Special Interest Group. OK. Oui, non, en fait, on avait fait un truc provisoire. OK. Materne, vas-y. Je dis le bureau sur le plan mondial. À ce jour, je suis le seul francophone et dans des échanges, il y a la solidarité du bureau, mais il faut que je dise certaines choses dans les échanges. Ce n'est que l'anglais qui est privilégié. Donc, il nous faut travailler pour que le français soit positionné pour permettre à plus de facilitateurs de pouvoir bénéficier de tout ce qui se fait déjà en anglais. Le CPL, quels sont les postes? Quels sont les postes? Le poste de Regional Director sera libéré à la fin de l'année. Il faudra des candidatures. Le poste de Membership and Chapters Director, le poste que j'occupe actuellement, sera libéré à la fin de l'année. Il faut des candidats. Est-ce que tu peux te représenter, Materne? Est-ce que tu peux faire une deuxième année ou c'est pas souhaitable ou c'est pas dans les règlements? C'est possible, mais je ne veux pas. Ah, d'accord. C'est 2 ans. Oui, c'est 2 ans. Pourquoi tu ne veux pas? Bon. C'est trop fatigant. C'est évident. En fait, pendant que je t'écoutais, quelque chose m'est venu en tête pour les gens qui ont déjà été dans un club service. Souvent, tu prépares quelqu'un pour prendre la relève. Donc, c'est ça qui m'est venu à l'esprit. Il faudrait peut-être qu'on en parle davantage pour que si quelqu'un est intéressé, que déjà tu puisses commencer à coacher, accompagner la personne pour réussir sa candidature et être sûr d'être élu. Je pense que c'est sur élection, n'est-ce pas? Oui, c'est sur élection, oui. Voilà. Donc, c'est quelque chose comme ça qui m'est venu à l'esprit. Si on veut vraiment que les francophones soient représentés dans le bureau, il faut qu'on fasse un peu de coaching, accompagnement, lobbying. Oui. Mais c'est vrai que ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'implication personnelle. En tout cas, bravo Materne, merci
Tu as très bien travaillé. Oui, le membership est en boom, là, en hausse. Oh, oui. Merci. Et je peux dire que même c'est la crise sanitaire, le fait qu'on soit passé en virtuel a permis plutôt de booster le membership. Ah, Parce que beaucoup de nos membres se sont intéressés à la facilitation virtuelle et sont devenus membres. OK. Ah, bon. Donc, ça a été une opportunité. C'est bien. Très bien. Ouais. En tout cas, chapeau. Bravo. Merci à vous. Et les élections, ce serait en octobre. La candidature, C'est déjà arrivé? Oui, les candidatures seront ouvertes en août. Déjà? Wow. Oui, et pour la petite histoire, Ida a été témoin. Quand j'étais candidat, c'était face à un ancien président mondial. Wow. Qui venait Ah d'arriver. oui. Ah oui, on a beaucoup prié, hein? Nous avons beaucoup prié. Et il a fallu aussi faire preuve d'ingéniosité. Oui. Une vidéo à concevoir, des messages inbox à pratiquement tous les membres du monde entier. Et c'était bien. Donc, il faut une stratégie. Il faut une stratégie. Absolument. Oui, bien sûr. C'est pour ça que ça m'a fait mal quand Kofi ne pouvait pas continuer. Mais bon, là, on a manqué de stratégie quand il ne pouvait pas continuer. Oui, c'est vrai. S'il y a des intéressés, il faut qu'on commence par travailler déjà. Et il faut nous dire qu'est-ce que ça nous apporte. Comme ça, tu fais un débriefing de comment tu as vécu ça. Qu'est-ce que ça peut apporter? Qu'est-ce que ça demande comme temps? Et ça va nous... Souleymane a levé la main. Ça pourrait m'intéresser si tu me dis tout ça. Si tu nous dis tout ça, éventuellement, je pourrais... Avant de recevoir la question de Souleymane, ça demande beaucoup de temps. Pour un francophone pur et dur, si tu ne maîtrises pas parfaitement les deux langues, ce que je ne fais pas, je parle anglais, je m'exprime en anglais, mais ce n'est pas toujours évident quand tu es face à un Américain qui te parle son anglais américain. Donc, parfois, tu as un peu de retard à l'allumage quand les autres sont dans les discussions. La dernière fois, par exemple, il y a eu une prise de bec sérieuse au niveau du bureau parce qu'il était question qu'on offre aux francophones et à tous ceux qui parlent les autres langues, portugais, espagnol, les mêmes possibilités que les anglophones. Donc, on s'était crêpé les chignons proprement. Je dit qu'il y a une inégalité du traitement des membres. C'est pour ça qu'il faut pousser plus